Bonjour à tous, notre cours est divisé en deux parties, une partie économie et une seconde partie stratégie dans laquelle vous aurez quatre petites vidéos. Pour illustrer, j'ai pris un premier petit exemple. Alors, il s'agit ici de l'entreprise Innovation et Solutions Bois, donc ne cherchez pas à lire tout le texte. L'idée est simplement de mettre en avant tout le vocabulaire finalement de la stratégie. On nous laisse entendre que les deux entreprises se sont rapprochées, donc c'est une opération de croissance externe, qu'il y a donc un apport partiel d'actifs, que l'un devient actionnaire de l'autre, qu'on attend des effets de synergie, notamment aussi un développement à l'international. Ce sont toutes ces idées-là qui nous intéressent finalement dans ce module. Comme je vous l'ai dit, 4 vidéos, et l'étape logique, la première, est donc de commencer systématiquement par un diagnostic avant de s'engager sur des choix stratégiques pour l'entreprise. On va nous commencer avec le diagnostic externe. On va alors suivre le plan suivant en 3 parties, avec notamment l'étude du macro-environnement, puis celle du micro-environnement. Cette méthode du diagnostic stratégique est proposée par le Boston Consulting Group dans les années 60 et s'articule autour donc de deux phases, diagnostic externe tout d'abord, puis diagnostic interne. Réaliser un diagnostic externe signifie s'intéresser à l'environnement de l'entreprise, que l'on va scinder en deux, le macro-environnement, à savoir toutes les variables qui sont extérieures à l'entreprise, qu'elle va plutôt subir et qu'elle n'a pas les moyens d'influencer elle-même, et le micro-environnement, les variables de son environnement immédiat, notamment liées à son secteur d'activité. À chaque fois, l'objectif est de faire apparaître les principales menaces et les principales opportunités dans cet environnement, ainsi que de dégager les facteurs clés de succès. Le diagnostic interne sera étudié dans la vidéo numéro 2. Il a lui pour objectif de faire apparaître les forces, les ressources, donc les compétences distinctives de votre entreprise, et ses faiblesses. La synthèse de l'ensemble du diagnostic est en général présentée dans un tableau à 4 cadrans faisant apparaître les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Le plan classique pour analyser le diagnostic externe sous l'angle du macro-environnement s'appuie sur l'acronyme PESTEL, nous obligeant ainsi à poser une réflexion autour de variables politiques, économiques, écologiques, technologiques, socioculturelles et légales, influençant l'environnement d'entreprise, donc à la fois source de menaces et source potentielle d'opportunités. L'étude du diagnostic interne consistera, elle, à étudier les forces et les faiblesses de l'entreprise. On pourra alors mettre en avant que les faiblesses de l'organisation ainsi que les menaces liées à son environnement sont des sources de vulnérabilité, alors qu'à l'inverse, les forces de l'entreprise et les opportunités liées à son marché, à son environnement, seront, elles, à exploiter. Je vous invite ici en fait à vous connecter, même à vous abonner à la chaîne gratuite xerfi.com qui va illustrer complètement notre cours en proposant régulièrement des petites vidéos de 2-3 minutes. Je vais donc maintenant approfondir un peu l'étude du macro-environnement en commençant donc par le rappel des 6 variables. Par macro-environnement, il faut comprendre l'environnement que l'entreprise va plutôt subir, un ensemble de variables qu'elle subit et sur lesquelles elle-même, elle n'a pas la capacité d'agir en retour. Concernant le travail que je vais vous demander, vous chercherez-vous à étudier le macro-environnement de votre entreprise pour le pays dans lequel vous avez choisi donc sa future implantation. Il s'agit notamment d'étudier des variables politiques, notamment en matière de fiscalité, en matière de commerce extérieur, de protectionnisme par exemple, d'étudier d'un point de vue économique tous les paramètres clés du pays que vous avez choisi, en termes de croissance, d'inflation, de chômage, de déficit, d'endettement notamment. Si vous avez besoin d'une monnaie autre que l'euro, donc l'impact des taux de change, l'étudier d'un point de vue socio-culturel, quelle est l'évolution de la demande par rapport à la famille de produits que vend votre entreprise, sous l'angle technologique, l'impact environnemental, l'aspect légal, toujours en cherchant à mettre en avant les principales opportunités et les principaux risques, les principales menaces pour votre entreprise. D'une manière générale, on constate 3 tendances clés. La mondialisation de l'économie, qui peut être pour votre entreprise une vraie source d'opportunités, mais à l'inverse une source aussi de menaces. Des exigences accrues de la part de vos consommateurs, mais aussi des salariés dans l'entreprise, qui aspirent notamment à de nouvelles façons de travailler.
et le recours quasi généralisé aux nouvelles technologies, l'impact de l'évolution technologique qui profite à l'organisation du travail, qui profite également à votre approche clientèle, à la maîtrise et au partage donc du pouvoir et du savoir dans l'entreprise. L'entreprise se doit donc de surveiller son environnement, ce qui passe par une stratégie de veille, notamment en participant à des salons, par des abonnements sur des sites internet, la veille en ligne bien sûr, des abonnements à des flux RSS notamment. On parle de benchmarking lorsqu'on cherche à étudier les performances des meilleures entreprises, voire de ses concurrents. Ça fait partie des outils de l'intelligence économique, tout comme le lobbying finalement, l'exploitation des différents réseaux de l'entreprise. Abordons maintenant l'étude du micro-environnement avec 5 outils clés à connaître. Ainsi, pour étudier la position concurrentielle d'une entreprise sur son marché, il est intéressant d'étudier le cycle de vie de ses produits, le cycle de vie de son métier ou de ses métiers, les différents facteurs clés de succès sur ce marché, les sources de l'avantage compétitif, de bien vérifier à quel groupe stratégique appartient votre entreprise pour délimiter l'analyse concurrentielle, et enfin d'identifier les forces en présence. Le cycle de vie est un outil également utilisé en marketing. Il met en avant l'articulation autour de 5 phases principales qui se déroulent dans le temps, impactant à la fois les coûts pour l'entreprise, son profit et son chiffre d'affaires. Ainsi, en phase de développement, l'entreprise ne gagne pas d'argent avec ce produit alors que les coûts sont très importants. En phase d'introduction, la position sur le marché est intéressante en situation quasi de monopole. Pour autant, les coûts sont très élevés, les ventes sont encore faibles. En phase de croissance, les coûts se réduisent du fait des économies d'échelle que l'entreprise peut obtenir, les profits apparaissent, tout comme évidemment les concurrents. En phase de maturité, les coûts ont diminué du fait des économies d'échelle, l'entreprise est au maximum de ses ventes, les profits sont importants, le prix a tendance à baisser notamment du fait de la montée de la concurrence. Enfin, en phase de déclin, l'entreprise observe une diminution de son chiffre d'affaires et de ses profits. On retrouve ici dans cette matrice les 5 étapes du cycle de vie pour un produit, ainsi que par intersection l'impact en termes d'investissement pour l'entreprise, de capacité ou de besoin de financement, du niveau concurrentiel, de stratégie à adopter et de position par rapport à la concurrence, soit l'acquisition de l'avantage concurrentiel, le maintien de l'avantage concurrentiel ou la disparition de cet avantage concurrentiel. Certains produits sont considérés comme éternels, comme les Ray-Ban, le numéro 5 de Chanel ou le carré Hermès, mais la plupart des cycles de vie ne correspondent pas forcément à la théorie, notamment par exemple pour les produits dits feu de paille, comme les gadgets, souvenez-vous dans votre cours de récréation, les POGs par exemple, ou certains produits qui peuvent être carrément des échecs immédiatement. Exemple, à mon époque, on voulait nous vendre des croissants en boîte de conserve, il suffisait de dérouler la pâte et de la mettre au four. En fait, les Français n'étaient pas prêts pour ça. Deuxième concept à maîtriser, la notion de métier de l'entreprise. Il s'agit là du savoir-faire de l'entreprise. Le métier est donc l'ensemble des activités stratégiques qui vont partager les mêmes ressources et les mêmes compétences, donnant naissance à un ou plusieurs domaines d'activités stratégiques différents pour une même entreprise. Derrière métier, il y a donc un ensemble homogène de produits, destinés à chaque fois à un marché bien spécifique, avec à chaque fois également des concurrents bien délimités. Dans l'exemple ici, Yamaha se retrouve sur 2 domaines d'activités stratégiques différents, en proposant à la fois des motos et des instruments de musique piano. On pourrait également citer Peugeot, proposant de l'outillage, des scooters ou des voitures. Le métier est différent de la mission de l'entreprise, qui elle traduit le savoir satisfaire. Exemple pour Disney, le terme peut se limiter à divertir. Tout comme les produits, le métier connaît aussi un cycle de vie autour de 4 étapes, la phase de démarrage, de croissance, de maturité et de déclin. Ainsi, par exemple, le métier du jouet en France, à part quelques jouets en bois encore dans le Jura, est en situation de déclin. Pour toute entreprise, produits et métiers ont des cycles de vie qui ne coïncident pas forcément. L'idéal est évidemment de se situer sur un métier en croissance, avec des produits eux-mêmes en lancement ou en croissance. Troisième concept, la notion de facteur clé de succès.
Ce sont ici tous les paramètres qu'il est indispensable de maîtriser pour réussir sur son secteur, générant ainsi un avantage ou des avantages concurrentiels à votre entreprise. Ainsi, pour le secteur de l'automobile dit entrée de gamme, l'important est la capacité à pouvoir proposer des modèles à la fois fiables et à petit prix. Les facteurs clés de succès varient en fonction des secteurs. Ainsi, dans le secteur du luxe, la capacité à être bon marché n'a aucune importance. Varie aussi à l'intérieur d'un même secteur. Ainsi, les facteurs clés de succès à l'intérieur du secteur automobile ne sont pas les mêmes pour Dacia ici ou BMW par exemple, et varient au cours du temps. Quatrième concept, l'avantage compétitif avec ses différentes sources. Première source, la recherche d'un effet de synergie. En reprenant l'exemple dans l'introduction, il va y avoir un effet de synergie entre SCA et ISB parce que à elles deux, elles vont pouvoir mieux attaquer les marchés étrangers. Deuxième source, l'effet d'expérience que je vais développer dans la diapo suivante. Troisième source, la taille critique. Par taille critique, il faut comprendre la dimension minimum pour pouvoir résister sur le marché. On ne va pas imaginer être constructeur automobile avec un marché à simplement 5 ou 10 voitures par an. Enfin, quatrième source de l'avantage compétitif, les économies d'échelle. Il y a économie d'échelle à chaque fois qu'une entreprise réussit à mieux répartir ses coûts fixes sur une plus grande quantité produite. L'effet d'expérience traduit le lien entre la production cumulée pour un produit et son coût unitaire. Ainsi, dans l'exemple, produire un seul produit revient à 100, alors qu'en produire deux ne revient plus qu'à 70 chacun, du fait de différents paramètres, notamment l'effet d'apprentissage, le fait que les salariés deviennent plus habiles, que des erreurs passées ne sont plus faites dans l'entreprise, le savoir-faire, les nouvelles méthodes de travail mises en place, l'innovation, l'investissement notamment. Là encore, vous pouvez retrouver une vidéo expliquant la courbe d'expérience sur le site Xerfi. On arrive sur le concept de groupe stratégique. En effet, lorsque vous cherchez à étudier votre environnement, il n'est pas utile de se comparer à tous les concurrents. Une entreprise se situe simplement à l'intérieur d'un groupe stratégique. Ainsi, les concurrents de Ford, dans cet exemple un peu inventé, sont par exemple Renault et Peugeot, mais ne sont pas a priori ni Jaguar ni Porsche. Par groupe stratégique, il faut donc comprendre l'ensemble des firmes qui fabriquent des produits ou des services étroitement substituables entre eux sur des métiers comparables, avec des technologies homogènes et s'adressant à des clients identiques. Là encore, autre vidéo sur le site Xerfi concernant cette fois-ci donc les groupes stratégiques. On arrive sur le dernier point avec la proposition de Michael Porter dans les années 80 qui nous propose finalement un plan pour analyser le micro-environnement de toute entreprise. Selon lui, 5 forces affectent le niveau de concurrence et donc la profitabilité dans un secteur économique donné et donc son intérêt. On retrouve alors la menace de nouveaux entrants dans le secteur, l'intensité concurrentielle actuelle dans le secteur économique, le risque de produits de remplacement, de substitution, le pouvoir de négociation des fournisseurs et le pouvoir de négociation des clients. Le pouvoir de négociation des fournisseurs dépend par exemple de leur niveau de concentration. Ainsi, le risque pour une entreprise est forcément plus grand si elle ne dépend que d'un seul fournisseur ou d'un seul sous-traitant. La menace de nouveaux entrants dépend notamment des barrières à l'entrée sur ce secteur et de la capacité de réaction des firmes qui sont déjà en place. Par barrière à l'entrée, il faut comprendre soit des barrières techniques, le fait de pouvoir disposer par exemple d'un brevet ou d'une compétence particulière, très souvent des barrières financières, c'est-à-dire l'importance de capitaux nécessaires pour rentrer dans le secteur économique. Les barrières commerciales peuvent être liées à la position du produit dans son cycle de vie. Une autre forme de barrière peut être le fait de disposer de ressources qui sont exclusives, rares, exclusivement dans tel ou tel pays à l'étranger par exemple, ou encore liées aux économies d'échelle nécessaires. Par exemple, si vous voulez ouvrir un commerce de lunettes, il vous faut obligatoirement un diplôme. Si vous voulez ouvrir un bar, il vous faut une licence. Et si vous voulez faire constructeur automobile, il vous faudra quand même beaucoup de capitaux et une espérance de forte économie d'échelle. Le pouvoir de négociation des clients dépend lui aussi fortement de leur concentration. Ainsi, si votre seul client est par exemple une centrale d'achat, comme dans la grande distribution, Leclerc, Carrefour, Auchan, vous êtes très dépendant. Quatrième force, le risque de développement de produits de substitution qu'il faut savoir correctement anticiper. Ainsi, on ne prend plus des photos comme autrefois, on n'écoute plus de la musique de la même façon qu'autrefois,
La relation avec notre banque n'est plus la même qu'il y a 20 ans. Dernier point, quelle est l'intensité concurrentielle sur le secteur sur lequel vous êtes? Si l'intensité est très faible, si vous êtes en situation quasi de monopole, ou alors que les perspectives de croissance sur le secteur sont très importantes, alors la rivalité entre les concurrents sera beaucoup plus faible. Il est possible de synthétiser l'analyse des 5 forces de Porter en présentant ce qu'on appelle un hexagone sectoriel. Notez malgré tout ici qu'on n'a pas 5 mais 6 forces, puisque bien souvent on rajoute ici celles liées au poids de l'État. En conclusion, selon Michael Porter, le champ concurrentiel sur lequel vous êtes va dicter la stratégie que vous allez devoir suivre et forcément influencer la performance de l'entreprise. Schéma qu'il a un peu amendé au fil du temps en mettant en avant que les stratégies des entreprises influencent la structure du champ concurrentiel et également que les performances réalisées vont générer un pouvoir d'attraction sur le secteur économique. Voilà, avec cette dernière diapo, c'est la fin de cette première petite vidéo, évidemment qui ne pourra jamais remplacer un cours en face à face. Mais je préfère que vous ayez vu les vidéos à l'avance pour avoir des temps de conférence plutôt pour approfondir ou poser des questions ou expliquer, décrypter un petit peu plus le travail que je vous demande.